des gens du Hamas qui se sont rendus. Il y a des informations parce que, comme vous le savez, le Shin Bet suit effectivement tous ces détenus arrêtés par Tzal et les interroge. On a des informations qui sont concrètes. Et c'est pour ça qu'il y a aussi ce qu'on appelle des unités de commando qui se trouvent à Khan Younes pour ce qu'on appelle des opérations coup de poing. Donc, pour essayer de trouver le moyen où se trouvent effectivement ces otages. Mais il est clair que les combats se poursuivront après, donc, puisqu'on est dans une obligation vis-à-vis de la population israélienne, d'une part, et d'autre part vis-à-vis des familles des otages. Et je vous rappelle que demain matin, la Cour internationale de justice va se prononcer, donc la présidente donc, de la Cour internationale de justice va se prononcer concernant donc la requête de l'Afrique du Sud pour exiger donc que cette Cour accuse Israël de génocide. Je suppose, je suis convaincu même qu'ils vont rejeter donc cette requête. Mais par contre, il se peut qu'il y aura une condamnation et une exigence de la part de la Cour internationale de justice pour un arrêt des combats. Et donc Israël doit confronter tout cela. Il y a des pressions du côté américain, du côté même de la France et d'autres qui essayent de trouver le moyen d'arrêter plus ou moins les combats, mais dans le cadre d'une pause et non pas d'un arrêt total des hostilités. Freddy Eitan, là on parle, vous et moi, de choses, je dirais, à très court terme. Force est de constater que aujourd'hui, à l'échelon politique israélien, on n'a toujours pas évoqué le jour d'après dans la bande de Gaza. Et d'ailleurs, l'establishment de la défense en Israël demande à l'échelon politique de lui dire quel va être le futur de la bande de Gaza, car l'armée israélienne a besoin, comme toutes les armées, d'établir des plans, de savoir si elle va rester en permanence dans la bande de Gaza, elle va rester dans une certaine partie de la bande de Gaza, et l'échelon politique, et à la tête de celui-là, Benjamin Netanyahou, ne veut absolument pas entendre parler du jour d'après. On ne sait qu'une chose, c'est qu'il ne souhaite pas que l'autorité palestinienne gère la bande de Gaza. Sorti de là, on n'en sait rien. Oui, écoutez, tout d'abord, il est clair que même si on déclare que nous voulons donc démanteler et démilitariser toute la bande de Gaza, il va de soi, qu'est-ce qui va arriver demain, comme vous le dites? Et ça, je crois que l'État d'Israël, le gouvernement israélien a le devoir de présenter un plan précis, comment faire par exemple pour les personnes qui quittent aujourd'hui le territoire du nord au sud vers Rafah. Que faire pour la population, donc pour ces réfugiés, pour ces déplacés donc dans la bande de Gaza? Qui va gérer demain donc la bande de Gaza si nous ne souhaitons pas que le Hamas dirige cette bande de Gaza, ni non plus l'autorité palestinienne, donc le Fatah de Mahmoud Abbas. Donc il y a des divergences entre Gantz, Eisenkot, qui je vous rappelle, était chef d'état-major et qui fait partie donc du cabinet ministériel de défense, de guerre, et vis-à-vis donc entre Gallant et Netanyahou, que leurs opinions convergent d'ailleurs pour continuer le combat. Mais nous ne sommes pas seulement dans la bande de Gaza, et c'est là le problème. Parce que nous avons aussi un autre front qui est le front nord. Et le front nord, comme vous le savez aujourd'hui, il y a chaque jour des accrochages, il y a chaque jour des attaques, il y a chaque jour ils essayent par tous les moyens, le Hezbollah, de toucher même des civils. Il y a eu des maisons qui ont été détruites et même des cibles stratégiques que nous avons et il y a eu des dégâts donc dans certaines bases de Tzahal. Alors comment faire? Et là, il y a le rôle des Américains pour essayer, il y a aussi la France, pour essayer d'apaiser les esprits et pour essayer de trouver une solution. Mais le cas de Gaza est un cas beaucoup plus complexe. Et il est clair que nous devons avoir une stratégie claire concernant l'après-guerre. Et cela
fort heureusement, il y a des pressions partout pour savoir qu'on peut trouver une solution. Et la solution est surtout, dès le départ, la reconstruction de Gaza, mais dans un esprit de normalisation avec l'ensemble des autres pays arabes et particulièrement dans le cadre des accords d'Abraham avec l'Arabie saoudite. Encore un mot avec vous. Vous évoquiez à l'instant le front nord. Est-ce que possiblement ce front, si les tirs du Hezbollah continuent, va s'ouvrir? On a eu plusieurs déclarations, aussi bien de responsables politiques que militaires, disant que cette situation ne peut pas continuer de cette façon-là et que si ça ne se règle pas de façon diplomatique, il faudra entrer au Liban avec toutes les conséquences que l'on connaît. Écoutez, la guerre avec le Hezbollah est inévitable. On ne sait pas quand, mais elle est inévitable. On ne peut pas, par exemple, à 20 km de Metula, c'est-à-dire à la proximité, donc le long de la ligne donc, de la frontière nord, il y a à 20 km un aérodrome où le Hezbollah peut se permettre de lancer des drones contre Israël. Et ces drones ne sont pas seulement des drones de surveillance, ils sont avec des explosifs. Ils peuvent donc exploser sur des bases militaires et des bases stratégiques. Je vous rappelle qu'il y a aussi, tout le long de la frontière, il y a des villes, un port qui s'appelle Haïfa, et il y a des raffineries de pétrole, il y a des bases stratégiques, il y a la marine. Il y a une insécurité et en plus, il y a un déplacement, il y a des déplacés, il y a plus de 120 000 personnes qui ont quitté tous les villages le long de la frontière. Donc il faut que ces villageois retournent chez eux, dans leur foyer. Et là, c'est encore plus compliqué. Ils ne veulent pas retourner tant qu'il n'y a pas une sécurité absolue le long de la frontière. Freddy Eitan, merci d'avoir été en direct avec nous. Vous qui êtes ancien diplomate israélien, je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Adama, c'est aux éditions Ballant, Israël, hier et aujourd'hui. Merci, bonsoir. Bonsoir.